Vers un nouveau capitalisme, c'est le nom d'un des ouvrages du prix Nobel de la paix Muhammad Yunus, l'inventeur du microcrédit et du concept de social business, des entreprises qui gagnent de l'argent mais dont ce n'est pas le but premier. Une réalité, une utopie pour beaucoup, une réalité pour certains. Nous allons parler aujourd'hui dans Startup d'une économie centrée sur l'humain avec les entrepreneurs sociaux. Il paraît que ce sont des idéalistes barbus aux cheveux longs et gras. Il paraît que d'autres sont des as du marketing qui exploitent habilement le filon. Bref, nous allons essayer aujourd'hui de battre en brèche les clichés et idées reçues qui sont parfois associés à l'entrepreneuriat social dans cette émission que nous avons intitulée « L'entrepreneur de demain sera social ou ne sera pas ». Je rappelle que nous sommes en direct pour cette émission. Vous pouvez donc poser toutes vos questions à nos invités dans la partie chat en dessous de cette vidéo. Nous recevons aujourd'hui les deux pionniers en France de l'entrepreneuriat social. Jean-Marc Borrello, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général du groupe SOS, président du mouvement des entrepreneurs sociaux. Donc SOS, pour dire très synthétiquement, c'est une holding d'entreprises sociales, 200 structures, plus de 7000 salariés, 450 millions de chiffre d'affaires. Une structure née en 1984 avec Régine à l'époque. Oui, tout à fait. Une belle histoire, effectivement. À vos côtés, Jean Guenkel, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'initiative en 1991 du premier jardin de cocagne. Vous décidez de faire de la réinsertion professionnelle par l'agriculture en allant à rebours de toutes les règles du marché de l'époque. Et aujourd'hui, le réseau Cocagne, c'est 120 jardins dans toute la France, 4500 jardiniers, 600 personnes qui encadrent et 25 000 clients réguliers. Voilà. C'est ça. On va commencer, messieurs, par une petite définition. C'est quoi un entrepreneur social? Quelle est votre définition? Soit l'un, soit l'autre. Qui répond hein, je t'en prie, Jean-Guy. C'est un être qui a une idée, qui a la ténacité pour aller jusqu'au bout. Ouais. Quelle est la différence entre une entreprise sociale et une entreprise dite classique et une association, voire une ONG? Est-ce qu'il y a des grandes différences entre ces grandes structures? Alors, il y a une différence entre une entreprise sociale et une entreprise classique. L'idée, c'est que l'entreprise sociale est une entreprise qui prend en compte l'impact social sur son environnement au même titre que l'impact économique et que l'impact environnemental. Donc, c'est une entreprise qu'on doit piloter avec trois viseurs, pour reprendre une expression chère à Jean-Guy, c'est-à-dire qu'en permanence, on vérifie l'impact social, l'impact économique et l'impact environnemental de ces décisions. D'accord. Je le disais en introduction, pour beaucoup, c'est une idée un peu idéaliste, c'est un peu candide. Comment ça marche concrètement une entreprise sociale? Est-ce qu'il y a des grandes différences par rapport au pilotage d'une entreprise classique? Comment ça se passe pour vous au quotidien? Racontez-nous. Moi, je ne suis pas persuadé, en tout cas en ce qui me concerne, qu'il y ait de grandes différences par rapport à une entreprise classique. Vous avez cité les 450 millions d'euros de chiffre d'affaires du groupe SOS. Sur ces 450 millions d'euros, la moitié sont sur des activités qui sont clairement dans le marché concurrentiel, c'est-à-dire que nos concurrents sont des entreprises classiques, voire cotées, et donc nous sommes concurrents de grandes entreprises en matière d'offres de santé, de gestion d'établissements de dépendance, de gestion de crèches. Donc on pilote avec quelques paramètres complexes supplémentaires, mais pour le reste, il s'agit de piloter une entreprise, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elle soit équilibrée, qu'elle croisse, qu'elle crée des résultats. Par contre, on les répartit différemment puisque dans le groupe SOS, il n'y a pas d'actionnaire, donc il n'y a pas de dividendes. Personne n'est propriétaire de rien, donc on crée une entreprise, on y travaille et puis on laisse la place à ceux qui y travailleront demain. Donc c'est une entreprise un peu particulière, puisque pour le groupe SOS, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que sa forme juridique sont associations, coopératives et fondations uniquement. Et les sociétés commerciales qui sont détenues par le groupe SOS sont détenues par des associations, donc personne n'est propriétaire de rien. D'accord. Comment ça se passe au sein du réseau Cocagne? Est-ce qu'il y a également des particularités entre Non, un peu le même type de réponse, c'est-à-dire qu'effectivement, la particularité, c'est peut-être l'objectif d'essayer de relever des publics en difficulté au passage. Mais d'un point de vue business, en arrivant dans vos studios, en face, j'ai découvert un nouveau concurrent, un de plus. C'est-à-dire que si pendant 10 ou 12 ans, on a été les seuls à faire des paniers bio livrés à des adhérents consommateurs, aujourd'hui, il faut croire que ce n'était pas une mauvaise idée puisque tout le monde se met à le faire. Mais en l'occurrence, c'est pas en se lamentant sur le fait qu'on a été les pionniers, on a été le premier à le faire, que c'est vous qui allez forcément passer à la caisse et pouvoir créer de nouvelles entreprises avec ça. Donc effectivement, on va utiliser
On va utiliser, on fait quoi toute la journée? On cherche de l'argent, on négocie avec des banquiers, on fait du management, on fait du marketing, on fait de la communication. C'est à peu près, d'ailleurs, si on embauche autant de gens qui viennent d'écoles de commerce ou de grandes écoles qui ont été formés pour être des futurs dirigeants de toutes les entreprises, c'est pas pour rien. Simplement, on va y donner peut-être et certainement beaucoup plus de sens que simplement une entreprise capitalistique qui est là pour essayer de faire monter son chiffre d'affaires et rien d'autre, et au détriment de tout le reste. Donc on reste toujours centré sur le fait. Donc cette gestion des tensions entre le social, l'environnemental et l'économique, c'est facile à dire sur les tribunes ou à la télévision, c'est très compliqué de piloter son avion avec ça, parce que c'est 3 sœurs ennemies. C'est-à-dire que dès que vous faites un choix social, c'est au détriment des deux autres. Dès que vous faites un choix écologique, c'est au détriment des deux autres. Puis si vous faites que de l'économique, c'est facile de gagner de l'argent dans une entreprise. Il faut faire très peu de social et surtout très peu d'écologie. Puis là, vous êtes à peu près sûr de gagner un peu plus d'argent. Donc il faut garder tout ça. Des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que voilà, il faut se débrouiller avec ça. Puis celui qui saurait exactement comment il faut opérer. Donc c'est une espèce de gestion au fil du rasoir quotidienne qui fait que, en fonction de nombreux paramètres, il va falloir pencher d'un côté plus social, d'un côté plus économique, plus écologique. Et avec toujours cette économie qui est terriblement tyrannique, parce que si à un moment donné le fric vient à manquer dans une entreprise, on vous le fait savoir très rapidement. Il y a eu des moments où il y a eu des banquiers qui sont venus là pour vous dire il faudrait peut-être penser à rembourser ou financièrement, est-ce que ça a toujours été aussi rose? La question, c'est plutôt lié à la conjoncture. Avant que nous commencions, nous discutions l'un et l'autre des rapports avec un certain nombre de nos banquiers en ce moment. Qui, pour des raisons strictement internes au système bancaire, prêtent moins aux entreprises, tout simplement parce qu'ils ont besoin de diminuer leur encours et que la qualité des projets, la rentabilité des projets n'a aucun rapport avec le fait que l'ensemble des entreprises de ce pays a des difficultés. Alors évidemment, selon la taille, on a moins de difficultés. Quand on pèse et qu'on est plus important en termes de clients, on est sans doute mieux traité. Mais ce qu'on se disait surtout, c'était que c'est un mauvais temps pour les PME en ce moment vis-à-vis des banques. Au niveau de votre histoire, c'est assez similaire. Hein. Vous avez tous les deux été éducateurs spécialisés au début. Votre volonté n'était pas vraiment d'être entrepreneur. Vous êtes un peu découvert entrepreneur. Ma question, est-ce qu'un entrepreneur social, il ne devient pas entrepreneur plus par nécessité que par réelle volonté de créer une entreprise? Comment vous répondriez à cela? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a décidé de construire quelque chose de différent parce que l'existant ne lui convenait pas. Et évidemment, quelles que soient les motivations de l'entrepreneur, il faut avoir une idée, un projet, un produit, des clients, et en fonction de sa philosophie personnelle, on le met au service de sa fortune personnelle ou d'un idéal ou d'une opinion philosophique. Les entrepreneurs sociaux, en général, choisissent de mettre leur capacité d'entreprendre au service de la démonstration qu'il existe un autre type d'économie. Et quand on le pratique depuis un peu plus de 30 ans, ce qui est notre cas tous les deux, on a en tout cas l'intention de démontrer que ce système fonctionne, qu'il grandit et que nos entreprises n'ont rien à envier à des modèles plus classiques. Très bien. Alors je le disais en introduction, on voit de plus en plus émerger de social business dans l'univers de la création d'entreprises plus responsables. Quel est votre regard, vous les pionniers de ce secteur? Est-ce que c'est une vraie conscience d'une génération qui a des vraies convictions et qui veut les mettre en place? Ou est-ce que ce n'est pas une nouvelle façon de faire du business en attirant des bobos entre guillemets, voire de faire un vernissage marketing de sa marque? Quelle est votre vision là-dessus? Dans toutes les générations, il y a eu des gens sincères, il y a eu des faiseurs, il y a eu des gens qui ont surfé sur des concepts marketing et d'autres qui ont changé les choses. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que le nombre de jeunes filles et de jeunes gens qui ont envie de créer des entreprises sociales augmente considérablement et que leur origine sociologique n'est plus tout à fait la même. Parce qu'effectivement, la génération de Jean-Guy et la mienne, nous sommes quelques-uns à être d'anciens travailleurs sociaux, syndicalistes, qui ont en gros appris à diriger une entreprise en lisant des livres et pas en faisant des études. Aujourd'hui, HEC, l'ESSEC, Sciences Po nous fournit en permanence de jeunes candidats
qui sont extrêmement bien formés, qui sont tout aussi sincères que ce que nous l'étions, mais ils ont la différence d'une formation de base intéressante. Donc il y a évidemment des gens qui sont sur du concept marketing, mais le nombre de gens sincères augmente proportionnellement au nombre de candidats à l'entrepreneuriat social. On en parlait justement avec Jean-Guy en préparant cette émission. Il y a un déficit de communication des entreprises sociales. En tout cas, pour le réseau Cocaigne, vous disiez que cette année, vous vouliez un peu développer votre communication pour être plus... Non, c'était quelque chose de très particulier à Cocaigne, puisque si vous voulez, contre tous les avis, on a décidé qu'il y avait un nouveau courant de consommateurs qui allait acheter des paniers de légumes bio au début des années 90. Parce que quand j'ai présenté ça à la première école de commerce pour venir valider un petit peu ce business plan, ils m'ont dit ça ne peut pas marcher ton truc. Ça ne peut pas marcher parce qu'aujourd'hui, on veut de la liberté dans l'acte d'achat et toi, tu imposes un panier de légumes à des heures de la semaine qu'il faut payer d'avance et les gens ne choisissent pas ce qu'il y a dans le panier. Donc, tu es complètement à rebours, ça ne marchera pas. Donc, vous l'avez fait quand même. Avec une petite campagne de communication la plus minable du monde sur une petite ville moyenne qui s'appelle Besançon, avec 100 minables plaquettes, on trouve 60 familles adhérents. Donc ça semblait quand même toucher un courant de consommateurs. Puis ensuite, en le multipliant dans la France, on s'est aperçu que ça pouvait fonctionner. Mais ce qui se passe, c'est qu'on est les seuls à faire ça pendant 15 ans. À partir de 2005, ça explose. Et là, tous les jours, il y a des nouveaux... mais des gens qui... le consommateur, il voit quoi? Il voit un panier de légumes bio dans tel supermarché, il voit un panier de légumes bio dans telle rue de Paris à vendre dans une boutique, etc. Ce qu'il faut, c'est raconter l'histoire du produit. Ces paniers de légumes bio qui arrivent aujourd'hui sur le marché ne racontent pas tout à fait la même histoire. Nous, on continue à faire des paniers qui permettent à des publics en difficulté de retrouver un emploi, qui sont locaux, puisqu'on ne va jamais faire des milliers de kilomètres pour les livrer, etc., et puis qui sont en agriculture bio. Donc aujourd'hui, chaque produit, mais c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui en tant que consommateur, tous les produits qui nous entourent, s'ils nous racontaient leur histoire sociale et écologique, on ne prendrait pas, on ne s'appuierait peut-être pas sur cette table, vous ne seriez peut-être pas de cet ordinateur, etc., etc. Donc là, en l'occurrence, nous, on est dans cette histoire où on a fait ça pendant 15 ans, on a prouvé que ça pouvait marcher, ça marche tellement bien que tout le monde fait ça, même les plus gros, donc en l'occurrence, il va falloir qu'on communique aujourd'hui notre spécificité, notre différence, si on veut rester dans le coup. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes pionnier que vous passerez à la caisse à la fin, quoi. Il faut sortir du small is beautiful, c'est ce que vous disiez. Il faut arrêter de vouloir être petit et de... C'est notre souci, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on croit à nos idées, on croit à cet entrepreneuriat social, il y a de plus en plus de gens qui sont dans la pauvreté, qui nécessitent, il y a de plus en plus de secteurs qu'on peut investir. D'ailleurs, on y a déjà réfléchi. Pratiquement tous les secteurs, on pourrait les investir aujourd'hui avec ces méthodes-là. Donc, soit on reste cantonné dans notre économie sociale et solidaire tellement vertueuse, mais quand même largement minoritaire aujourd'hui, soit l'exemple de Younous, des groupes comme SOS, et des tas de gens comme ça, on est capable de montrer on peut monter un escalier, on peut changer d'échelle, on peut passer au cap supérieur. Ça ne nous intéresse plus beaucoup dans les quelques années qui nous restent à gratter de faire fonctionner un petit truc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si c'est tellement porteur de sens, à ce moment-là, que ça devienne quelque chose qu'on puisse plutôt généraliser plutôt que de rester confidentiel. Justement, votre vision de l'économie sociale et solidaire, j'aimerais qu'on batte en brèche une des reçues. Quelle est votre vision de l'économie classique, entre guillemets? Est-ce que vous êtes farouchement opposé à ça ou est-ce que... C'est quoi l'économie sociale et solidaire en fait? Heureusement que nous ne sommes pas farouchement opposés à ça. Je crois que d'abord tout est économique. L'idée qu'une partie serait de la véritable économie, l'autre une économie approximative est une ânerie. Évidemment, on a besoin de grandes entreprises classiques. Nous sommes capables de faire un certain nombre de choses et nous sommes capables surtout de nous allier avec des grandes entreprises. Aujourd'hui, vu la taille des enjeux économiques, sociaux et environnementaux, aucun des acteurs historiques n'a la solution. Ni le public, dont on parle peu, ni le privé lucratif, ni le privé non lucratif. Donc si on veut mettre en place des réponses nouvelles, il faut les co-construire. Et lorsqu'on dirige une entreprise qui grandit, qu'elle soit sociale ou pas, l'idée de passer des accords avec d'autres entreprises est parfaitement de nature à servir les uns et les autres. On apprend, à mon avis, des uns des autres. Et en ce qui concerne le groupe SOS,
Nous avons des accords nationaux avec Renault, on travaille avec des grands groupes comme Veolia ou Danone, on travaille pour améliorer la qualité des prestations aux usagers sans jamais perdre notre identité. Les uns sont lucratifs, les autres ne le sont pas, et nous sommes parfaitement complémentaires sur un certain nombre de sujets. Je vais prendre une question de Thomas. Je rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités encore pendant quelques minutes. Et le 2.0 dans tout ça, c'est aussi du social, non? Quel est votre regard sur tout ce qui concerne les nouvelles technologies et bien au-delà du 2.0 est un sujet majeur. Nous participons à une très belle expérience qui s'appelle WebSource, qui est une coopérative qui fait des nouvelles technologies pour faciliter la vie des personnes sourdes, depuis les avatars qui permettent de raconter une histoire en langue des signes jusqu'à des systèmes de call center avec traduction en langue des signes pour que les sourds puissent communiquer. C'est un sujet majeur. D'autres associations travaillent sur la mise à disposition d'outils pour réduire la fameuse fracture numérique qui s'agrandit. Donc évidemment que nous avons aussi des sujets de préoccupation dans tout ce qui concerne ces dispositifs. J'ai une dernière question pour vous. On est sur Décideur TV, on a plus l'habitude de recevoir ici des banquiers ou des financiers dans le sens large. Quel est votre regard sur le CAC 40, sur la bourse, sur ce qui se passe actuellement? Encore une fois, est-ce que c'est un système qui vous semble marcher sur la tête ou est-ce que vous l'acceptez? Racontez-nous un peu. C'est un système qui marche sur la tête parce qu'on est allé au-delà d'une déréglementation raisonnable. Qu'une partie de la population ait besoin de placer des économies, que ces économies soient utilisées pour permettre le développement des entreprises et de l'économie et que cela rapporte un dividende aux actionnaires, c'est-à-dire aux épargnants, ça me paraît tout à fait logique. La question, c'est qu'il y a eu déconnexion entre l'économie réelle et l'économie financière, où on a oublié que la valeur d'une entreprise, c'était aussi sa capacité à se développer sur le long terme, sa politique RH, son respect de l'environnement, pour ne prendre qu'exclusivement le ratio financier. Et évidemment, par des mécanismes certes astucieux, on a réussi à distribuer des dividendes qui n'existaient pas, et donc à créer des bulles qui, tôt ou tard, ont éclaté. La financiarisation de l'économie pose d'indéniables problèmes, parce qu'effectivement, on peut regarder ça, elle a créé d'immenses richesses, cette économie. Puis d'ailleurs, elle n'a plus qu'un modèle aujourd'hui. Mais de l'avoir financiarisé à outrance aujourd'hui, quand on apprend que seuls 5 à 6% des transactions journalières correspondent à des biens et services, tout le reste, c'est de la spéculation, on voit bien, à un moment donné, que ce château de cartes a... En plus, nous, on s'attaque à des vrais problèmes de ce que vivent les gens tous les jours. Manger, s'éduquer, se soigner, etc. Face à ces vrais problèmes. Dans les 15 à 20 ans qui viennent, tout le monde sait qu'on va vers de graves problèmes économiques si elles génèrent toujours autant de pauvreté en la financiarisant à outrance. On sait qu'on va vers des graves problèmes énergétiques, des graves problèmes démographiques, des graves problèmes écologiques. Or, il semble qu'on en soit la réponse. Donc, en l'occurrence, ce qu'on a dit de nous à un moment donné, qu'on était en train, nos copains travailleurs sociaux de l'époque, qu'on était en train de singer le monde du capitalisme. Ce qui est très drôle, c'est que 20 ans après, c'est le monde de cette entreprise qui est en train de se dire on ne peut plus tenir nos troupes en interne, même dans des grands groupes, si on n'est pas capable d'amener un peu plus de responsabilité sociale, sociétale et écologique. Dans beaucoup de grands groupes aujourd'hui, elles restent à mourir de rire. C'est social washing, greenwashing, etc. Dans d'autres, je crois qu'il y a une véritable prise en compte de faire... Nous, d'abord, on commence à avoir des accords qui sont beaucoup plus... C'est plus du one-shot une fois de temps en temps, je te donne un petit peu de pognon pour tes pauvres. C'est à un moment donné des accords où on va co-construire des opérations ensemble on va s'engager mutuellement pendant des années. Et comme le disait Jean-Marc tout à l'heure, personne n'a la solution. Penser que la présidentielle va tout régler parce que les pouvoirs publics, parce qu'il y aura un autre président, nous on sait bien que ça ne fonctionnera plus. Les pouvoirs publics ont un indéniable poids, mais limité aujourd'hui. S'il n'est pas assorti du monde de l'économique et de l'entreprise et celui de la société civile, tout ça, la mayonnaise ne prendra pas.
D'abord parce qu'on réinvente une forme de démocratie où tout le monde participe autour d'actions sociales et solidaires. Et puis surtout, de manière très pragmatique, c'est le seul moyen d'obtenir les moyens nécessaires au changement d'échelle. Donc vous avez répondu à la question de cette émission, c'est très bien. L'entrepreneur de demain sera social ou ne sera pas, donc il sera social. On en fait le pari en tout cas ici avec vous. Messieurs, merci pour vos réponses. Je rappelle vos 2 ouvrages, SOS et Réseau Cocagne, qui se trouvent, Qui se trouvent sur les sites internet et chez les bons libraires, aux Exact. éditions Rue de l'Échiquier. Exactement, voilà. Et un documentaire aussi sur la chaîne parlementaire sur vous, Monsieur Borrello, ni Dieu, ni maître, ni actionnaire. Je vous le conseille vivement. Merci encore, messieurs. Bonne continuation. Bonne année 2012. C'est encore Merci le moment de le Bonne souhaiter. année à tous. Dans 15 jours, nous recevrons donc le mercredi 25 janvier à 15 h un plateau un peu insolite puisque nous recevrons un clown et un charcutier. Bon, il faut dire que maintenant, ils sont à la tête d'Allociné et de Bricorama. Nous verrons ensemble que toutes les voies mènent à l'entrepreneuriat. À très bientôt. Merci.